Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va parler méthanisation et aussi robotisation. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Avant de commencer, on va jouer un petit jeu que j'ai appelé « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» C'est simple, je vous montre cette image, regardez-la bien, je vous dis pas ce que c'est parce que le but c'est de le deviner. Si vous avez une idée brillante, vous l'inscrivez en commentaire sur YouTube, on vous dévoile la semaine prochaine de quoi il s'agit. Quant à ce numéro, on se rend à Montardon près de Pau où Arvalis étudie une unité de méthanisation pas comme les autres. Ça ne nous empêchera pas de faire quelques détours, 3 exactement, de 1 pour aborder un phénomène qui fait mal aux agriculteurs, de 2 pour une enquête sur la situation plus qu'inquiétante de la filière méthanisation en cogénération et de 3 pour une rencontre avec des robots qui remettront un peu de verre dans vos champs. C'est parti pour une dose de news, alors enjoy. Va-t-on assister à une cascade de faillites d'ici la fin de l'année pour les entrepreneurs des territoires? C'est en tout cas la crainte de la FNEDT qui vient de tirer la sonnette d'alarme. Les différents événements climatiques subis depuis l'automne 2023 empêcheraient ainsi les entrepreneurs de réaliser leurs prestations. Des mesures de soutien, dont la création d'un fonds d'urgence, sont demandées par la profession. C'est pas fini, on a une autre news anxiogène, ouais! Lemken a été victime d'une cyberattaque cette semaine d'une telle intensité qu'elle a provoqué une interruption de ses opérations de production. Un épisode qui rappelle que le monde agricole n'est pas à l'abri des hackers, alors que les machines sont de plus en plus connectées. On va pas se mentir, Lemken n'est sûrement pas le seul constructeur concerné par ce genre d'attaque, et on peut saluer la transparence dont ils ont fait preuve. Bienvenue dans l'arène de AgriBattle. Dans ce nouveau programme produit par Power Boost, des équipes de 4 étudiants s'affrontent dans des duels de connaissances sur l'agriculture et le machinisme agricole. Le savoir et la rapidité seront les clés de la victoire. Alors, rendez-vous au salon Terres en Fête le 8 juin 2024 sur le stand B10 pour assister à AgriBattle dans le public. Et vous pouvez aussi regarder tout ça sur notre chaîne YouTube avec les replays. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors Sylvain, on est ici devant l'unité expérimentale donc pour la méthanisation. Moi ce qui m'intéresse de comprendre c'est pourquoi il était nécessaire d'avoir une unité expérimentale ici, tout près de Pau. Pour répondre à la demande des agriculteurs, on est au fief du GAS en France, ici à Pau. Et l'intérêt, c'était de pouvoir avoir une unité qui nous permette de travailler depuis les intrants, depuis les champs, les ressources, notamment agricoles, jusqu'à la valorisation des digestats, et tout ça avec du matériel agriculteur. Et on s'est adossé aussi aux compétences de l'APESA qui connaît très bien le fonctionnement de la méthanisation. Donc c'est une unité qui nous permet d'aller du petit pilote laboratoire jusqu'à une unité pré-industrielle. Alors l'APESA c'est un laboratoire, on pouvait peut-être tout tester en laboratoire? Et non, on ne peut pas tout tester en laboratoire parce qu'en laboratoire, il faut avoir de la matière qui est broyée plus ou moins finement pour que ça passe dans des pilotes. Alors qu'ici, on va être sur des contraintes, des structures logistiques autres et on est clairement sur de la structure d'une unité de méthanisation agricole ou industrielle. Je comprends mieux, effectivement, on se retrouve dans des conditions comme on pourrait avoir dans un méthaniseur classique. Celui-là, il fait 150 mètres cubes. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ce que vous pourriez tester pour nous faire comprendre justement en quoi il y a complémentarité entre les deux outils? Par exemple, il y a une problématique aujourd'hui qui émerge, c'est la gestion des adventices comme le datura qui émet des alcaloïdes. Est-ce que des lots de biomasse contaminés par le datura avec des alcaloïdes, ils vont être pénalisants pour le procédé de méthanisation. Ça peut être étudié au laboratoire. Et nous, ici, comme on va avoir des broyages de matières qui vont être différents, on va pouvoir regarder si on retrouve notamment des graines des adventices de datura. Est-ce qu'elles seront bien détruites avant de ramener du digestat au sol dans les champs et éviter de disséminer ces graines? Puisque effectivement l'intérêt c'est de ne pas disséminer les graines partout là où on va épandre le digestat. Merci beaucoup Sylvain. De rien, merci Jean-Paul. Le temps de rejoindre un autre ingénieur, on a un petit sujet d'actu sous la main.
Tous les agriculteurs en parlent, les vols de GPS repartent de plus belle. Pour preuve, vous nous contactez sur notre messagerie pour nous dire que c'est de pire en pire. Et pourtant, une solution assez simple existe pour contrecarrer cela. Il suffirait d'implémenter une puce sur le matériel qui détruirait le logiciel à distance une fois le GPS reconnecté par les voleurs. C'est un peu le principe utilisé par les constructeurs de téléphones comme Apple en cas de vol. Alors certes, rajouter une puce, ça engendrerait un surcoût, mais vu le prix d'achat des GPS, ce serait quand même pas idiot. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps que le ministère de l'Agriculture mette un petit peu le nez là-dedans? Ça pousserait les constructeurs à installer des solutions pour éviter ces vols. Mais d'ici là, si le sujet vous énerve, n'hésitez pas à laisser un message sur notre messagerie. Retour à Montardon donc. Et si l'unité de méthanisation miniature, c'est pas évident à dire, vaut déjà le détour, un autre dispositif attire l'attention. Bonjour Manuel Heredia. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes ingénieur donc régional pour Arvalis. On est devant ici votre expérimentateur de méthanisation low-tech. Il faut que vous m'expliquiez pourquoi on parle de low-tech. Alors parce que tout simplement il n'y a pas grand chose dessus à part une membrane qui flotte sur le liquide qui est dans la cuve et qui récupère le biogaz qui s'échappe naturellement du lisier. Là pour le coup c'est du lisier qui est en dessous et qui le stocke. Donc en fait on ne chauffe pas par rapport à un méthaniseur classique. On brasse de temps en temps, surtout pour l'épandage, pas forcément pour la production, et on ne fait qu'y rentrer des effluents liquides. Par rapport aux méthaniseurs de plus grande taille, l'intérêt aussi, c'est que c'est adapté à des petites fermes d'élevage. Ouais, effectivement. Alors nous, on a utilisé ce procédé parce que ça nous aidait par rapport à l'ensemble de l'unité, notamment à isoler la partie digesteur normale. Mais disons que pour un éleveur, c'est simplement couvrir sa cuve, récupérer le gaz qui s'échappe déjà naturellement. Et l'idée, c'est de voir combien ça produit. Donc quand même, ce qu'on a fait, c'est qu'on a instrumenté l'ensemble de la cuve. C'est une cuve béton normale avec on peut citer la marque Nénuphar qui flotte au-dessus. Et on l'a instrumenté en mettant du thermomètre à chaque niveau de hauteur, un pH-mètre, un capteur qui nous donne le niveau de remplissage global de la cuve. Et ensuite, nous, on mesure tout ce qui sort du Nénuphar. On les récupère, on les met dans une boule de stockage en attente. Et on mesure à la fois la quantité, la qualité de biogaz qui en sort. Donc on est capable de lier les paramètres température extérieure de la cuve, du contenu, le niveau de charge de la cuve, ce qu'on y a rentré le jour J et ce qui en est sorti en termes de biogaz brut, y compris sa qualité le jour J également. Alors on sait que ça se développe beaucoup, on a fait des reportages notamment à l'étranger puisqu'il y a énormément de cuves à couvrir. Sans aller bien sûr jusqu'à donner des chiffres d'équilibre économique et technique, est-ce que déjà ça dégage du méthane ? Ouais, ça fonctionne, ça dégage bien du méthane qui est de bonne qualité. Donc clairement, ouais, au jour d'aujourd'hui, techniquement ça fonctionne. Il nous manque juste un peu de profondeur d'historique pour donner des niveaux de performance, y compris économiques. Merci beaucoup Manuel. De rien, avec plaisir. Puisqu'on parle de méthanisation et qu'on quitte ce site exceptionnel, on vous a concocté une petite enquête pas piquer des verres. Pourquoi il faut sauver le soldat Cogé? Et oui, c'est plutôt tendu aujourd'hui pour la méthanisation en cogénération. La filière constate une hausse des charges d'environ 17 à 20% depuis 1 an et demi, principalement en raison de l'inflation du prix de l'électricité bien sûr, mais aussi des coûts de maintenance. Problème, les contrats de cogénération actuels ne reflètent pas cette hausse des charges. Et actuellement, sur les 1000 unités de méthanisation en cogénération en France, une centaine seraient actuellement dans le rouge. Mais comment rebasculer dans le vert? La Commission de régulation de l'énergie propose dans un rapport une révision des conditions tarifaires de l'ensemble des contrats de cogénération. Une idée fortement appuyée par l'Association des méthaniseurs de France. Cette dernière souligne d'ailleurs que des pénalités ne devraient pas être appliquées sur des sites en cogénération qui souhaitent rebasculer en injection, une filière effectivement plus rentable. Elle propose aussi une revalorisation de la prime d'effluent d'élevage. En tout cas, il faut agir. Aujourd'hui, on constate le lancement d'une poignée de projets depuis 1 an, preuve que la filière est dans le dur. Or, l'arrêt d'une activité de méthanisation en cogénération, existante ou future, peut dans une grande partie des cas signifier l'abandon de l'activité d'élevage en parallèle. Et là, la sacro-sainte souveraineté alimentaire prônée par le gouvernement en prendrait un coup. Je vous invite à présent à retrouver le Mac de la robotique.
L'intérêt des robots en agriculture, on s'en doute, c'est de faire gagner du temps aux agriculteurs en automatisant certaines tâches, et donc un gain de confort et de sécurité. Mais leurs avantages pourraient recouvrir une sphère encore plus large. Si on en croit le gouvernement, les robots agricoles forment même un pilier de l'agroécologie vers laquelle tend l'agriculture française. Christophe Gaviglio, ingénieur d'expérimentation à l'Institut français de la vigne et du vin, voit 3 raisons pour lesquelles ces nouvelles technologies pourraient accélérer la transition agroécologique des exploitations viticoles et même des exploitations tout court. Alors le premier point, c'est que les robots en viticulture s'adressent au désherbage mécanique des vignes. Et donc ils permettent une substitution aux herbicides. Et en ce sens, donc, c'est la première approche pour une viticulture plus agroécologique. Le deuxième point, c'est que la plupart des robots viticoles aujourd'hui sont électriques ou hybrides. Et ils permettent d'utiliser sensiblement moins d'énergie qu'une mécanisation classique pour faire le même travail de binage mécanique. Le troisième point, c'est que l'agroécologie en viticulture aujourd'hui, c'est essentiellement le développement des couverts végétaux ou donner plus de place aux couverts végétaux. Et la gestion des couverts végétaux sans herbicides, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, et en ce sens, les robots donc, vont baisser la pénibilité, vont libérer du temps de travail. Des points forts pour réduire les émissions d'intrants, de gaz, mais aussi changer les pratiques agricoles, mais qui auront un impact limité si les robots ne sont accessibles qu'à de grosses exploitations. Alors, quelle voie suivre pour démocratiser ces technologies en plein développement ? Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on a des robots fantastiques, des robots qui font un travail de précision, un travail de désherbage sous le rang, en respectant les pieds de vigne. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Comme c'est très difficile, c'est beaucoup de technologie et c'est très cher. Alors aujourd'hui, pour que les robots viticoles permettent une vraie transition agroécologique, il faut qu'ils aient un impact. Pour avoir un impact, il faut qu'ils soient utilisés par le plus grand nombre. C'est donc la question de la massification de l'usage des robots qui est posée. Et pour avoir plus de robots, il faut simplement qu'ils soient plus accessibles, moins chers. Alors comment faire des robots moins chers ? Eh bien, il faut faire des robots plus simples, peut-être qui font des tâches basiques, mais qui les font de manière régulière. Peut-être que l'avenir, c'est des robots un petit peu plus simples et plus efficients et moins chers. En conclusion, que ce soit en viticulture, mais aussi pour toutes les filières, les robots ont toutes les cartes en main pour devenir des acteurs à part entière de la transition agroécologique. Pour favoriser ce déploiement, une voie prometteuse est le développement de flottes de robots monotâches, accessibles et adaptés à chaque exploitation du territoire français. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais d'ici là, comme je vous le dis chaque semaine, vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre chaîne YouTube. Et puis aussi, si vous le souhaitez, vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine. Oh, et on allait oublier, un grand bravo aux Ovalis 2024 qui se sont déroulés la semaine dernière.